Salam alaikum, shukran jazilan. Merci d'être là pour écouter peut-être un talk qui va être original, atypique, parce qu'aujourd'hui on va parler de la pensée, de la manière avec laquelle on appréhende les sujets dans notre quotidien. Merci d'être nos enseignants, merci d'avoir été mes enseignants et d'avoir fait de nous des personnes qui savent penser, qui savent réfléchir, qui savent critiquer, qui savent déconstruire. Merci beaucoup, merci. Déconstruire, pourquoi c'est important de déconstruire? On a des informations structurées qu'on reçoit. Une infobésidée de savoir. Infobésidée, pourquoi? Parce que je prends le terme idée. Et infobésité, c'est-à-dire qu'on a une infinie quantité de savoir et d'informations qu'on assimile au quotidien et qu'on doit traiter, stocker ou éliminer de notre système mental. Alors aujourd'hui, on va parler du développement de la pensée critique parce que l'apprenant se doit de capter de chez son enseignant une modalité d'apprentissage ou de coéducation qui est nouvelle. Donc on va co-construire une modalité de transmission de savoir dans laquelle vous, en tant qu'enseignant, vous êtes à l'aise et dans laquelle l'apprenant aussi va être à l'aise. On a eu des moments de couac quand on était étudiant où on n'arrivait pas à prendre nos leçons. Mon fils lui-même commence à pleurer quand il a du mal à se rappeler d'un moment pendant lequel il y a eu une guerre ou un moment pendant lequel il y a eu un événement marquant et historique. Alors dans ce développement de la pensée critique, on va devoir rassembler tous les professeurs et leur dire, s'il vous plaît, vous, en tant que professeur d'histoire, essayez de travailler avec le professeur de mathématiques. On va, de manière fluide, coupler les savoirs historiques avec les savoirs didactiques mathématiques. Vous allez me dire, comment vous faites? Alors, on a appelé une dame, modestement, qui s'appelle Sophia, qui travaille sur la gestion des savoirs. Donc, je vais commencer mon histoire avec la gestion des savoirs, et ce savoir-là qui a commencé par l'information qui elle-même était brute, non traitée, qui s'appelait une donnée. Une donnée, quand on la met sur un PC, il doit la traiter. On a eu affaire à des algorithmes où le traitement a transformé cette donnée brute en information. Vous êtes des enseignants, vous manipulez des données, peut-être via des espaces numériques de gestion de l'information, vous conversez avec vos collègues, vous conversez avec des parents et on oublie qu'il est important de converser avec soi-même. Vous, en tant qu'enseignant, vous devez à chaque moment auto-mesurer votre capacité à transmettre. C'est stressant, je le conçois. On fait appel à un knowledge manager, donc une personne qui sait faire valser les savoirs. J'utilise mon terme « valser », c'est-à-dire qu'on va danser avec les savoirs au quotidien. Un savoir qui aujourd'hui n'est pas clair, regardez l'histoire. Elle a commencé par la donnée, qui est devenue information. Cette information est devenue savoir. Ce savoir-là se perd. Pourquoi il se perd? Parce que c'est une connaissance que chaque communauté de pratique, donc on va prendre les enseignants d'histoire avec les enseignants de mathématiques, les enseignants d'éducation islamique, je prends toutes les disciplines et on va essayer de disséminer dans chaque point l'intérêt de transmettre une information historique dans un cours de mathématiques. Vous allez me dire, mais comment on va faire? On ne nous a pas appris ça, parce que même l'enseignant, dans son cycle de formation, a appris des modalités de construction de messages, mais on ne nous a peut-être jamais appris, même au niveau de l'entreprise, ce corollaire-là. C'est-à-dire que le corollaire que je fais aujourd'hui, on l'a mis à l'épreuve, on l'a expérimenté, que ce soit au niveau des entreprises, des associations, des médias et des territoires. Pourquoi pas à l'école? Donc à l'école, cette pensée critique, elle va commencer plutôt chez l'enseignant que chez l'apprenant. Donc on est dans un input qui est l'enseignant, qui va critiquer la manière avec laquelle il questionne les cours, les supports, les histoires, les vidéos qui circulent. Aujourd'hui, dans les vidéos qui circulent, on a des informations qui sont fausses,
comment vous allez exprimer aux étudiants votre scepticisme. Alors, je prends ce terme-là, on est sceptique. On a des problématiques de conscience, on a des problématiques culturelles et on a des problématiques réglementaires dans lesquelles on se doit de respecter ce qu'on a comme engagement et responsabilité vis-à-vis de l'apprenant. Donc, pour boucler la boucle de la gestion des connaissances, je vais revenir à la pensée critique. La pensée critique, elle émerge d'une histoire de gestion des communautés. On vit, on travaille ensemble, enfants, adultes, parents, grands-parents, et on a une mémoire collective. Alors cette mémoire collective, je vais la remettre dans le socle de la sagesse, et on a créé une sagesse territoriale, nationale, notre fierté. Pour revenir à un sujet qui est le knowledge banking, parce qu'aujourd'hui on vous parle de la gestion des savoirs, chaque enseignant a une valeur économique. C'est-à-dire que vous êtes une valeur, une ressource pour la patrie et pour l'humanité. Donc cette valeur-là, elle a une responsabilité, mais elle a une valeur. Vous travaillez avec une mission de vie, vous travaillez avec du sens. Maintenant, je vais aller à une complexité, la complexité selon Edgar Morin. Pourquoi? Parce que le civisme, la citoyenneté et finalement le rôle qu'on s'attend à assurer avec brio. Civisme, responsabilité, bonne note peut-être, parce qu'on a eu tendance pendant plusieurs années à penser que l'étudiant qui a une bonne note ne sera jamais un étudiant délinquant. Est-ce que vous pouvez me confirmer si tous les étudiants que vous avez eus et qui ont eu de bonnes notes étaient des étudiants brillants? Si juste les enseignants peuvent faire l'exercice. Ceux qui ont de bonnes notes sont toujours sages et calmes, oui ou non? Non? Alors le non? Non. Non? Alors est-ce qu'on a beaucoup plus de non ou de oui? Là, je vais déconstruire une pensée. Donc, on a fait un exercice de déconstruction. En classe, si on apprend à décomposer et déconstruire ce que vous avez comme corpus, comme message dans l'outil ou le support qui vous est transmis, à chaque fois en questionnant vos élèves. Alors, en questionnant les élèves, vous allez me dire, on a l'habitude de le faire, mais est-ce que l'élève est prédisposé à répondre ou pas? Et là encore, on va avoir un sujet sociologique qui relève de la dynamique des acteurs et de la synergie des parties prenantes, c'est-à-dire le rôle que vous avez affecté à votre élève. Est-ce que vous l'avez autorisé ou pas à parler? Est-ce que vous l'avez autorisé ou pas à faire une erreur? Je vais prendre un exemple. Vous arrivez devant des écoles et vous trouvez des personnes en première, deuxième, troisième position. Des fois, on est énervé. Des fois, on se dit, c'est pas grave, comment ils vont faire s'ils ne s'arrêtent pas en milieu de route, ils vont devoir aller stationner ailleurs. Alors, dans cette posture, on peut accepter la situation comme on peut être outragé par un comportement qu'on peut juger irresponsable. En rentrant, il y aura des élèves qui vont peut-être courir et arriver en dernier et vous dire « Désolé, monsieur, on n'a pas trouvé de place parce que mes parents ont dû stationner loin. » Alors qu'il y a d'autres parents qui sont arrivés devant la porte à la dernière minute et ils ont déposé leurs enfants. Vous allez me dire, est-ce que ce sujet-là peut permettre la pensée critique? Je vous dirais que dans tout comportement, on peut créer un système mental critique. Acceptation ou refus, tolérance ou ouverture ou pas. Maintenant, ça dépend du sujet. Est-ce qu'il y a des sujets acceptables à traiter et est-ce qu'il y a des sujets dans lesquels on est dans le déni? Vous allez me dire, il y a forcément des sujets autour desquels il n'y a pas débat. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer en classe? Hors classe. Il y a plusieurs sujets qu'un enseignant peut traiter hors classe. Qui est d'accord? Est-ce qu'on peut traiter des sujets hors classe? Non.
Vous voyez, alors dans ces mises en situation, tout dépendra de l'outil de communication. Et là, je vais arriver à un point qui est critique, c'est la modalité de relation. Dans cette modalité de relation, on a deux typologies d'enseignement. On a des enseignements qui sont purement techniques et technocentrés. C'est-à-dire, quand je veux converser avec un parent, je lui envoie un message. Je considère que c'est technique, que j'habite dans une zone rurale où je n'ai pas accès forcément à de la connexion constante ou que j'habite dans une zone urbaine, le moyen de communication peut être le téléphone. Donc on est dans un support qui est technocentré, encore faut-il que les parents acceptent d'interagir avec l'enseignant. Maintenant, on va prendre le cas où on a une barrière à la communication, c'est-à-dire que l'enseignant ne veut pas communiquer avec le parent. Il y a des situations dans lesquelles, voilà, contextuellement, on ne peut pas converser. Là, on va revenir à une troisième brique qu'on appelle la brique de socialisation. Moi, j'aimerais que ceux qui notent puissent faire relever trois grands aspects. Premier aspect, la création du lien social. Donc, dans la pensée critique, si on crée le lien social, on a déjà réussi une première étape. Deuxième étape, c'est externaliser ce lien social. Un groupe de travail, de collègues, donc des enseignants, des directeurs d'établissement, des associations de parents d'élèves, dans un territoire qui converse avec un autre territoire, qui compare les pratiques de déconstruction de pensée et de performance, parce que c'est le terme que je voulais aussi aborder aujourd'hui. Pourquoi parler de coéducation ou d'éducation innovante ou de pensée critique si on oublie le sujet de performance, c'est-à-dire quel temps j'ai alloué à chaque élève pour que mon message soit assimilé. Le même message, je peux l'adresser à 10 élèves, à 100 ou à 1000, et on fait le test pour voir la manière avec laquelle ou le degré avec lequel le message a été assimilé. Et là, chaque enseignant, dans la création de la pensée critique chez l'apprenant, va mesurer lui-même sa performance opérationnelle. Parce que ce qu'on fait, moi aussi je suis enseignante chercheuse, vous êtes vraiment dans la mise à l'épreuve de ce qu'on est en train de chercher, de ce qu'on a trouvé. Donc merci de nous aider à mettre à l'épreuve ce qu'on est allé chercher. Dans cette mise à l'épreuve-là, c'est à vous de nous dire, est-ce qu'il y a une vérité ou plusieurs vérités? Donc, dans la pensée critique, on crée d'abord la socialisation, deuxièmement, on crée de l'intuition. Si chaque enseignant arrive à créer une étincelle d'intuition chez son élève, il a une deuxième mission qui est accomplie. L'étincelle de l'ambition, l'étincelle de la réussite, l'étincelle du respect, l'étincelle de l'ascenseur social. Ce sont nos rêves à nous tous, en tant qu'êtres humains avec un grand H. Est-ce que l'enseignant saura, de manière vertueuse, rassurer et accompagner son élève dans son quotidien? Là, je vais arriver à une contrainte qui est beaucoup plus psychologique, parce que c'est un poids. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que l'enseignant puisse à lui seul porter ce poids-là? Non, ce n'est pas possible, c'est lourd. Mais si on a d'autres acteurs, d'autres parties prenantes que vous voudrez bien identifier et qu'on saura mettre sur les mêmes lignes de conduite, le travail va être plus simple. Alors dans cette identification, donc dans le deuxième pilier qui est un peu plus complexe, il va falloir que j'identifie mes partenaires, donc chaque enseignant saura identifier ses partenaires, et dans cette boucle partenariale, on peut avoir l'enseignant partenaire qui travaille avec nous dans le même établissement, le citoyen lambda qui veut bien nous aider parce qu'on a des problématiques, peut-être d'inclusion d'enfants handicapés, d'inclusion d'enfants malades, d'inclusion d'enfants autistes. Donc ce sont des sujets que vous vivez, c'est votre réalité.
mais est-ce qu'on décompose ces catégories avec les difficultés ou les facilités qu'on peut avoir? C'est-à-dire, si j'ai une classe d'élite, est-ce que c'est forcément plus facile pour un enseignant de travailler avec des génies? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus simple de travailler avec des étudiants qui ont du mal, mais qui veulent comprendre et qui veulent apprendre? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, que je considère point capital, parce que c'est le poids du capital immatériel. Donc, on a travaillé pendant plusieurs années, tous ensemble, sur ce qu'on appelle un héritage culturel. Cet héritage culturel n'est pas composé de nos notes, n'est pas composé de nos réussites. Il est composé de ce que nous sommes de manière brute. Alors, ce que nous sommes de manière brute, c'est la grande pierre qui va être taillée, donc le diamant que chaque enseignant va prendre la peine de bien vouloir mettre en avant et mettre en lumière. Alors, dans un troisième, je vais voir si je ne tarde pas trop, parce qu'on m'a dit il faut respecter le timing, mais je parle à des passionnés, et je suis une passionnée de la transmission. Donc, le KM, pour moi, c'est quoi? C'est ce que vous faites au quotidien. On nous a appris à articuler, c'est-à-dire prendre des savoirs, les mettre ensemble, dire s'ils sont pertinents ou pas. Commencer déjà par une strate où on dit « Est-ce qu'un simple employé qui n'a pas accès à des informations très stratégiques peut m'aider à prendre la bonne décision ?» La même chose pour l'enseignant. Est-ce qu'un enseignant qui n'a pas accès à une masse d'informations a la même capacité de transmission qu'un enseignant qui utilise un outil ou un matériel basique? Les écarts sont bel et bien existants. Les écarts sont ce qui nous permet d'avancer. Donc, l'ambition, la détermination, l'engagement et le civisme en faveur d'une vie en commun plus agréable, plus sereine, dans laquelle l'enseignant est le partenaire de son apprenant, dans laquelle le parent est confiant et certain que le parcours et le message de la pensée critique et de la construction de ce qu'il est lui permettra d'être le Marocain heureux d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie pour votre écoute. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je reste à votre entière disposition. Tabarakallah alaykoum et Allah yaounkoum. Merci. Merci.